Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cet épisode, légèrement plus long, je ne vais pas parler d'un seul, mais de 3 couvre-chefs, qui peuvent être considérés les premiers casques de combat modernes, et qui montrent un changement dans la nature du conflit lors de la Première Guerre mondiale, dont les affrontements de plus en plus brutaux les rendirent nécessaires. L'Adrian, le Brodie et le Stahlhelm, les casques de la Grande Guerre. La Première Guerre mondiale était un conflit d'une ampleur encore jamais vue. Tirant ses origines dans un complexe jeu d'alliances, elle amena toute l'Europe en guerre en l'espace de quelques semaines. Cette histoire peut et a rempli des bibliothèques entières. C'était une guerre nouvelle, totale, industrielle, avec des technologies qui permettaient de tuer plus facilement, plus rapidement, et causa des pertes terribles. Pour essayer de protéger leurs troupes de la mitraille, les 3 principales puissances, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, développèrent un nouveau type de casque en acier. Chacun, il était intéressant de remarquer, inspiré de modèles médiévaux, pour remplacer les coiffes en tissu ou en cuir avec lesquelles chaque pays partit en guerre. Depuis les origines des conflits entre humains, les guerriers savaient que se protéger des attaques ennemies leur donnerait un avantage au combat, avec l'utilisation d'armures. La partie du corps la plus importante à protéger, cela va sans dire, est la tête. Et donc les casques furent inventés, d'abord en cuir ou en matière naturelle, puis en bronze et enfin en acier, pour protéger la tête des coupures et des coups. Des modèles très célèbres de l'Antiquité étaient les casques grecs et romains, qui protégeaient le crâne et les joues. Les envahisseurs vikings avaient leur propre modèle, souvent plus simple, et, contrairement à la caricature, sans cornes. Et des variations de toutes formes, taille, protection et décoration continuèrent à être utilisées tout au long du Moyen-Âge. Les casques des simples soldats étaient souvent assez larges et pointus pour se protéger des coups d'épée venant du dessus, comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur le casque à pointe. Mais de nature, ces casques d'acier étaient lourds, inconfortables et coûteux. Les choses changèrent en Europe au XVIe siècle avec l'introduction des armes à feu et de la guerre linéaire. Bien que longs à recharger, les mousquets étaient beaucoup plus puissants et pouvaient pénétrer la plupart des armures de plus loin, les rendant obsolètes. De plus, vu qu'ils étaient peu précis, ils étaient utilisés en longs rangs de soldats, qui ne venaient plus autant en contact rapproché avec l'ennemi. Avec leur nécessité fortement diminuée, les armées abandonnèrent progressivement les lourds, inconfortables et chers casques, au profit de larges chapeaux qui pouvaient protéger des éléments, et qui étaient formés selon le style de l'époque, comme on l'a vu dans mes vidéos sur le tricorne et le bicorne. L'exception à cela était la cavalerie lourde, qui allait au contact de l'ennemi, et devait se protéger des sabres et des baïonnettes. Avec les guerres napoléoniennes, les armées adoptèrent de nouveaux styles, conçus plus pour projeter la puissance et donner impression de grandeur à leurs soldats que pour les protéger. Les soldats reçurent des shakos ou des bonnets à poil, qui n'étaient pas très pratiques, mais donnaient l'air aux hommes d'être beaucoup plus grands qu'ils ne l'étaient réellement. Les excès de cette période étaient tempérés par la suite avec l'invention d'armes plus précises et la demande de coiffes plus pratiques par les soldats. Au XIXe siècle, les armées européennes, et celles influencées par ces dernières, c'est-à-dire la plupart du monde, portaient généralement au combat, avec peu d'exceptions, des casquettes en tissu ou des képis, ou encore des casques en cuir ou en liège, dont j'ai déjà parlé. Ils avaient l'avantage d'être reconnaissables à une époque où le camouflage n'était pas aussi important, et aidaient à protéger le porteur du soleil, du froid, de la pluie, ou de quelque autre élément qu'il pouvait rencontrer. Cependant, bien que le casque de cuir puisse protéger un peu des coups de sabre, tous les autres n'offraient aucune protection d'autres types d'attaques. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, les troupes partirent la fleur au fusil, selon une vieille expression, portant leur coiffe nationale pour ce qu'ils pensaient tous allait être une guerre rapide, trouvant qu'elle serait adéquate comme elle l'avait toujours été. Les circonstances leur montrèrent bien vite leur erreur, avec la guerre des tranchées et l'artillerie causant tant de pertes dues aux blessures à la tête qu'une action était nécessaire. Les premiers à se lancer étaient les Français. Les soldats français partirent en guerre en juin 1914, coiffés du képi modèle 1884, dont j'ai déjà parlé, qui faisait partie de leur uniforme très élégant mais dépassé. Il y avait eu des projets pour le remplacer, par exemple avec un chapeau au large rebord ou un casque en liège, mais aucun n'aboutit avant la rentrée en guerre. Bien que confortable, reconnaissable, peu coûteux et pratique, il était obsolète, même par les standards d'avant-guerre, avec sa couleur rouge garance qui le rendait trop visible. L'armée tenta de résoudre ce problème avec un couvre-képi bleu, mais un autre problème fut rapidement noté, celui des blessures à la tête. Avec la guerre des tranchées, une nouvelle tactique était d'attaquer l'ennemi avec des obus explosifs, qui détonaient au-dessus des tranchées et couvraient ceux en dessous de mitraille. De plus, des soldats qui regardaient au-delà du bord de la tranchée pouvaient être blessés par l'artillerie conventionnelle. Au printemps 1915, 77% des blessures étaient à la tête, donc 80% de celles-ci mortelles. Il fallait faire quelque chose, et donc l'état-major lança le développement d'un casque lourd pour essayer de protéger les soldats. Cependant, ceci prendrait du temps, et pour essayer de résoudre le problème entre-temps, ils distribuèrent un petit bol d'acier aux soldats, la cervelière. À l'origine prévue pour être portée sous le képi,
Elle était très inconfortable et était donc souvent posée par-dessus, les rares fois où elle était même portée. Mais cela n'aidait pas beaucoup et elle finit plus souvent par être utilisée comme coupelle pour se raser ou comme vide-poche. Finalement, le 15 mai 1915, le sous-intendant de l'armée Louis Adrian approuva un casque. À l'origine appelé modèle 1915, il prit bien vite le nom de son commanditaire, le casque Adrian. Il peut être considéré comme le premier casque de combat moderne. Conçu avec l'aide de Louis Kuhn à la fabrique métallurgique Japy Frères, il était fabriqué avec des tôles d'acier épais de 0,7 mm et composé de 5 parties. Une bombe en forme de dôme, une visière en 2 parties, une crête et un insigne agrafé à l'avant. Sa forme serait basée sur les anciens casques de pompiers et de cavalerie du XIXe siècle, eux-mêmes tirant leurs origines de la bourguignotte médiévale. La très reconnaissable crête supérieure n'était pas qu'une simple décoration, mais renforçait la structure de la bombe contre les coups venant du dessus et dissimulait des trous d'aération. L'insigne à l'avant variait selon le corps de service du porteur. Initialement commandé à 1,6 million d'exemplaires, à être distribué à compter de l'été de 1915, le nombre atteint 3 millions à la fin de l'année. Il se montra vite efficace, le nombre de blessures à la tête passant de 77%, comme je l'ai dit avant, à 22% en 1916. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'avait aucun défaut. Sa peinture bleu horizon était trop brillante, et les soldats tentaient de la rendre plus terne en la couvrant de tissu ou même de boue. Ceci causa les blessures de coups qui pénétraient de s'infecter plus facilement. Notons en passant que, contrairement à une croyance commune, maintenant et à l'époque, le casque n'était ni capable, ni même conçu pour arrêter un coup de fusil direct. Les fabricants changèrent la peinture pour la rendre plus mate, ce qui a résolu le problème. Le casque Adrian se montra si efficace que plus de 20 autres pays commandèrent leur propre version. Des nations aussi diverses que le Brésil, la Belgique, la Chine, la Tchécoslovaquie, le Pérou, la Pologne, la Russie, la Roumanie et bien d'autres, qui affixaient simplement leur propre insigne national à l'avant. Winston Churchill, futur Premier ministre britannique, en reçut un comme cadeau lors de son service en France, qu'on le voit porter dans certains portraits. En tout, plus de 20 millions de casques furent produits. Il est devenu emblématique en France du poilu de la Grande Guerre, mais son service ne s'arrêta pas là, à la fois dans son pays d'origine et ailleurs. Les Soviétiques l'ont utilisé pendant des années après leur révolution, comme on peut le voir dans cette carte américaine qui a assez mal vieilli. Il resta le casque standard de l'armée française durant l'entre-deux-guerres, et fut mis à jour en 1926 lorsqu'il fut simplifié et renforcé en fabriquant la bombe et la visière d'un seul morceau d'acier. C'est lui qui fut porté lors de l'invasion de la France en 1940. Mais après la défaite, bien que porté par certaines troupes du régime de Vichy, il fut largement abandonné par les forces françaises libres, exilées en Angleterre, qui adoptèrent des modèles alliés. Après la guerre, de nouveaux casques basés sur des modèles américains furent mis en service. Mais l'Adrian ne disparut pas complètement. Les CRS et la gendarmerie l'utilisèrent jusqu'aux années 60, notamment lors des manifestations de mai 68, et d'autres pays qui l'avaient adopté s'en servirent de façon similaire. Il était la base du casque des pompiers français jusqu'aux années 80, et fait encore partie de la tenue d'apparat de certaines unités, comme la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Enfin, bien que dépassé par des nouveaux modèles composites en termes de poids, confort et résistance aux coups, une étude de Duke University en 2015 trouva qu'il protégeait mieux que les casques modernes des ondes de choc venues du dessus, sans doute, comme leur conclusion dit, en raison de la crête. Donc, un siècle après sa création, le vénérable Adrian a encore quelques tours dans sa sacoche. Les suivants à adopter un casque en acier étaient les Britanniques et leur empire. Les troupes britanniques sont parties à la guerre portant le Service Dress Cap de couleur kaki, qui avait été introduit en 1905. Et avant qu'on me le fasse remarquer dans les commentaires, je sais que ça ce n'est pas une telle casquette. C'est la version molle qui a été distribuée après l'introduction du casque, car elle pouvait être pliée dans la poche quand ce dernier était porté. Mais c'est le mieux que j'ai, donc voilà. Elle était élégante, discrète, du moins par rapport au képi Garance français ou au casque à pointe allemand, et avait une visière pour protéger les yeux du soleil, et était très appréciée des troupes. Mais sa rigidité la rendit difficile à ranger lorsqu'elle n'était pas portée, menant certains soldats à enlever le fil de fer qui lui donnait sa forme, et la silhouette qu'elle donnait aux hommes les rendait plus faciles à repérer. De plus, tout comme le képi, elle ne protégeait pas du tout de la mitraille, menant à de nombreuses blessures à la tête. En 1915, à peu près au même moment que les Français avaient commencé leurs études sur l'Adrian, la War Office britannique lança son propre projet de casque. Le modèle français a été déterminé comme trop complexe à fabriquer pour une industrie britannique qui avait du mal à suivre l'intensification des combats. Rapidement, un modèle rond avec une vague forme d'assiette, qui rappelle le chapelle de fer médiéval, fut retenu. Il aurait été conçu par un immigrant letton, Leopold Brode, qui anglicisa son nom en Brodie, et qui reçut le brevet pour sa forme. Cependant, le brevet de Brodie avait plus à voir avec la doublure que la coque, dont la conception fut revendiquée par d'autres. Mais c'est le nom de Brodie qui fut imprimé à l'intérieur, et c'est donc le nom qui lui est resté. Ce modèle avait l'avantage de pouvoir être fabriqué en pressant une seule tôle d'acier, le rendant solide et beaucoup plus simple et rapide à fabriquer. Sa forme de bol n'offrait pas beaucoup de protection à la nuque et à l'arrière de la tête, mais ce casque était conçu pour protéger de la mitraille venant du dessus,
et sa forme large protégeait un peu les épaules. Bien qu'un peu plus résistant que l'Adrian, il était aussi plus lourd, 1 kg comparé aux 700 grammes de l'Adrian. Ce nouveau tin hat, ou chapeau d'étain comme l'appelaient les hommes, fut distribué pour la première fois à l'automne 1915. Au début, à cause de problèmes de production, il n'y avait pas assez de casques pour tout le monde, et donc ils étaient laissés sur le front pour être utilisés par chaque unité présente, qui eux-mêmes les laissaient pour leurs remplaçants. Derrière les lignes, les hommes portaient la casquette souple que je portais tout à l'heure. Au printemps 1916, plus de 250 000 furent produits, et il devint la coiffe standard pour tous les hommes pendant l'été de la même année. Les blessures à la tête diminuèrent de 75%, montrant son efficacité. Mais lui non plus n'était pas sans défaut. Il protégeait peu la nuque, comme je l'ai dit, et comme l'Adrian, il était peint avec une peinture trop brillante au début, problème qui fut résolu avec des peintures mélangées à du sable et des couvre-casques en toile. Le casque fut aussi distribué aux troupes de l'Empire, comme celles du Canada, de l'Afrique du Sud ou de l'Australie, qui portaient des uniformes très similaires au modèle britannique. En 1917, avec l'entrée des États-Unis dans la guerre, le général Pershing et son état-major cherchèrent un casque pour équiper les soldats américains, coiffé d'un chapeau rond. Le Brodie et l'Adrian furent tous deux étudiés, et bien que l'Adrian fut distribué en petite quantité aux unités qui combattirent avec des unités françaises, Pershing choisit le Brodie comme modèle standard. D'abord car à l'entrée dans la guerre du pays, les Britanniques avaient un surplus de 400 000 unités disponibles immédiatement, et car sa construction plus simple permettait une production à grande échelle en Amérique, sous la désignation modèle 1917. Quand la guerre s'acheva, plus de 7,5 millions de casques avaient été produits, et il devint un symbole du conflit de par le monde anglophone, comme l'Adrian dans le francophone. Mais son service ne se termina pas là. Il continua à être le casque de service standard du Commonwealth et des États-Unis pendant l'entre-deux-guerres, souvent produit localement maintenant, avec quelques modifications à la doublure, mais sinon identiques. Il a été utilisé par tous ces derniers au début de la Seconde Guerre mondiale, avec des modèles même donnés à la police pendant le Blitz. Un modèle civil basé sur le Brodie, appelé Zuckerman, était aussi en vente, mais beaucoup étaient faits en matériaux de qualité inférieure, et donc n'étaient pas très efficaces. En dehors de la guerre des tranchées, ses défauts commençaient à émerger. L'armée américaine l'utilisa jusqu'en 1942, lorsqu'il fut remplacé par le très célèbre casque M1. Et les forces britanniques introduirent progressivement le Mark III Turtle, ou casque tortue, en raison de sa forme, qui protégeait mieux. Le Brodie d'origine continuait à être utilisé par les forces du Commonwealth, comme par exemple les Canadiens qui s'en servirent jusque dans les années 60. Il est néanmoins encore très associé aux efforts alliés dans la Première Guerre mondiale, du fait de sa présence dans de nombreux films, éclipsant le moins médiatique Adrian. Enfin, de l'autre côté du conflit, il y a les Allemands. L'armée allemande partit en guerre coiffée du légendaire casque à pointe, dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Très reconnaissable, fabriqué de cuir et de laiton, il faisait la fierté des commandants allemands, mais, comme les coiffes dont je viens de parler, il était inadapté à la guerre moderne. Des concessions avaient déjà été faites, comme un couvre-casque en tissu pour cacher les attributs en laiton brillant jusqu'au champ, ou en 1915 une pointe détachable pour ne pas révéler l'emplacement des soldats dans les tranchées. Mais bien que ce casque protégeait un peu des coups de sabre, sa construction en cuir n'offrait quasiment aucune protection contre la mitraille. Comme les Français, une solution d'urgence fut tentée sous la forme du casque Gede, similaire à la cervelière, mais comme celle-ci, il était peu confortable et assez inefficace. Donc, malgré les réticences d'un état-major traditionnaliste, attaché au casque à pointe, une étude fut lancée pour fournir un nouveau modèle de casque aux troupes. Le modèle qui fut retenu était conçu par le docteur Friedrich Schwerd, qui avait étudié les blessures à la tête des soldats et pris en compte ces résultats dans la conception finale. Similaire au casque médiéval nommé Salade, sa forme distinctive donnait une bonne protection à la nuque et à l'arrière de la tête, sans restreindre le champ de vision du porteur. Il était un peu plus compliqué à fabriquer que le Brodie, requérant plusieurs passages sous la presse plutôt qu'un seul, mais il était fabriqué avec un acier plus résistant. Il avait aussi 2 grosses cornes sur le côté de la bombe, qui lui valut le surnom de casque à boulon parmi les soldats français, et qui servait à fixer une plaque d'armure par balle supplémentaire, utilisée par les sentinelles et les mitrailleurs, qui levaient la tête plus souvent au-dessus du rebord des tranchées. Ce casque, rappelons-le, comme les autres, n'était ni capable ni conçu pour résister aux coups de fusil direct. Ses cornes dissimulaient aussi des trous d'aération. Une commande initiale de 30 000 fut placée pour des essais qui furent satisfaisants. Puis, en 1916, un ordre de production en masse et de distribution à toutes les troupes fut issu, lui valant le nom de Stahlhelm Modell 1916, littéralement casque en acier modèle 1916. Il se montra très efficace, et comme les Alliés, les Allemands virent leur nombre de blessures à la tête diminuer dramatiquement, bien que la plaque d'armure additionnelle fût plutôt impopulaire, car très lourde, et fut rarement utilisée. Cependant, le casque lui-même était très apprécié, et devint pour le fantassin allemand un symbole aussi puissant pour leur armée que le casque à pointe d'autrefois. Il fut aussi exporté aux alliés de l'Allemagne, les Autrichiens en achetant après avoir eu des problèmes de production avec leurs propres modèles très similaires. Une version sans visière fut aussi produite pour les Ottomans, pour ne pas gêner leurs prières musulmanes, qui nécessitaient de presser la tête contre le sol, mais assez peu furent livrées.
Après la défaite allemande en 1918, la nouvelle Reichswehr était fortement réduite par le traité de Versailles, mais continuait à utiliser le Stahlhelm avec des très petites modifications. Il continua sans grand changement jusqu'en 1935. Le nouveau gouvernement, se préparant à une nouvelle guerre, voulait moderniser son uniforme, y compris les casques. La forme générale fut conservée, mais la taille du casque fut réduite, tandis que la qualité de l'acier fut améliorée, le rendant à la fois plus léger et plus résistant. Les cornes latérales, sans grande utilité, furent supprimées, et la doublure fut rendue plus confortable. Ce Stahlhelm modèle 1935 devint tristement célèbre comme étant le casque porté par la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il fût aussi exporté à de nombreux autres pays, entre autres la Chine et plusieurs pays sud-américains. Après la guerre, bien que le casque fût efficace, sa forme avait pris des connotations trop sinistres dues au conflit, et la nouvelle République fédérale adoptait un style plus proche des casques américains. Le Stahlhelm de forme classique continua néanmoins à être utilisé par les pompiers allemands, et un modèle composite est encore un de leurs casques standards. Un modèle très proche de l'original continue aussi à faire partie de la tenue de parade de l'armée chilienne, qui est très influencée par l'Allemagne. Sa forme, trop pratique pour être ignorée, fut aussi utilisée dans les années 80 par les nouveaux casques composites Pasket de l'armée américaine, et d'autres pays développèrent leurs propres casques en Kevlar similaires, dont la Bundeswehr, qui, je l'imagine, se dit qu'assez de temps s'était écoulé pour que la ressemblance ne soit plus aussi importante. Ou encore l'armée française. Donc, le Stahlhelm, bien que du côté perdant des deux guerres mondiales, reste d'actualité jusqu'à nos jours. Ces trois casques, Adrian, Brodie et Stahlhelm, marquent d'une certaine façon un tournant dans la pensée militaire, entre les guerres traditionnelles du XIXe siècle et les guerres industrielles du XXe. Bien que ce changement fût déjà en cours, ceux-ci furent un signe visible, une inévitable acceptation que la guerre était devenue brutale, utilitaire et totale. D'autres casques furent essayés pendant la Première Guerre mondiale, mais ces trois-ci furent les premiers et les plus reconnus. Ils restèrent le standard jusqu'à la guerre suivante, et certains de leurs attributs et des choix faits sont encore appliqués aux casques modernes. Et leur nécessité rappelle encore une fois, s'il fut nécessaire, que la guerre est une affaire brutale, que ce soit dans la Der des Der ou toutes les guerres qui la suivirent. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un nouveau chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.